Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Je vois que les gens commencent à arriver. On va commencer sous peu. Bon, je pense qu'on peut commencer. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur, disons plutôt technique par rapport au précédent, sur un petit guide de développement sur comment bien débuter sur Oro, comment développer au mieux, on va dire, et partir sur de bonnes bases pour travailler avec Oro. Donc d'abord, je me présente. Moi, je suis Amaury Vallier. Je suis consultant technique pour la France chez Oro. Je suis arrivé il y a moins d'un an chez Oro, mais ça fait plus de 4 ans que je travaille sur l'e-commerce et notamment sur Oro. Donc voilà, les informations de contact si jamais vous voulez me poser des questions après ce talk. De quoi est-ce qu'on va parler exactement? L'idée, c'est de faire un petit point en fait sur ce dont on a besoin en tant que développeur pour commencer un projet sur Oro, des pointeurs sur des bonnes pratiques à la fois de développement, mais aussi d'intégration, de construction et d'architecture. Ah, c'est bon. Première chose, de toute façon, pour commencer à développer, il nous faut un environnement local, un environnement de développement, voilà, pour tout développeur. Donc, pour pouvoir avoir installé le projet en local et travailler dessus dans un premier temps, voilà, découvrir un peu ce que c'est. Alors, on a beaucoup de questions sur ces points-là, parce qu'effectivement, il y a plusieurs possibilités. Et puis, de nos jours, dans l'industrie, on a beaucoup de choses différentes qui se font à ce niveau-là. Sur Oro, vous avez quatre possibilités. On n'a pas de vraies recommandations totales et fixes, mais on va insister sur quelques-unes quand même. Donc, on a d'abord la configuration native. Si vous travaillez sur du Linux ou sur du Mac, tout ce qui est Unix, ça va être évidemment plus simple. Mais vous pouvez installer normalement tout ce dont vous avez besoin pour la stack Oro directement en local sur votre machine. Du coup, que ce soit PHP, Nginx, tous ces outils-là, mais aussi les autres outils Elastic, Postgre, etc. C'est toutes des choses qui vont marcher nativement sur l'OS et que vous allez pouvoir utiliser directement. Pour ça, j'ai mis un petit lien vers la documentation. On a vraiment une documentation qui est très complète sur la partie installation, qui vous explique comment installer tout ça. Et en plus, c'est des choses qui, du coup, se retrouvent un petit peu sur les différentes autres méthodes, puisque de toute façon, les outils, pour les utiliser, il faut bien les installer à un moment donné. Sauf si, sauf si, pardon, sauf si vous utilisez Docker, parce qu'on a la possibilité aussi de passer en mode enfin, semi-virtuel avec Docker. Avec, du coup, on a une stack qui est recommandée, qui est fournie avec les dernières versions d'Euro, qui vous donne les bases, en fait. Avec, vous avez par exemple, vous avez une base sur la version Pro qui vous donne un conteneur élastique, un conteneur Postgre avec un gestionnaire, etc. Toute la gestion PHP est faite aussi dans un autre conteneur. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir cette structure-là avec on va dire, chaque applicatif, chaque composant dans son propre conteneur.
On peut aussi avoir une approche hybride qui est de faire un conteneur global qui sera sous Linux et qui suivra finalement le même schéma natif qu'on a utilisé pour l'installation native. Ça, c'est pour effectivement si vous avez des développeurs qui sont sur Windows et qui veulent avoir quelque chose de monolithique mais euh, qui ne soit pas, on va dire, complètement fermé. Mais dans ce cas-là, vous pouvez aussi utiliser notre troisième choix qui est le WSL, donc qui veut dire Windows Subsystem for Linux. Donc ça, c'est encore une fois spécifique aux utilisateurs Windows. C'est une possibilité, on va dire, d'installer un système Linux dans Windows et finalement d'utiliser comme base pour votre environnement de développement. Et avec ça, on a eu déjà des cas où certains développeurs, certains partenaires faisaient une hybridation avec Docker, etc. Donc ça, après, c'est une possibilité, mais c'est un petit peu plus complexe à configurer. Et ensuite, on a le système, on va dire, qui est un peu à l'ancienne maintenant, avec les techniques modernes, mais le système de virtual machine. Donc, avec un système monolithique, qui est bien sûr beaucoup moins flexible, on va dire, dans un usage au jour le jour, et souvent un peu moins performant. Mais bon, ça vous permet d'avoir une plateforme standardisée que vous pouvez déployer, disons, pour tous vos développeurs assez rapidement, avec une structure tout intégrée, quoi. Voilà. Ensuite, alors du coup, on a notre environnement local et c'est bien d'avoir un environnement local, mais à un moment donné, ce qu'on fait, il faut aussi qu'on puisse finalement le mettre en ligne, le but ultime, mais d'abord aussi le montrer en interne, faire des tests, etc. Et voir un peu ce que ça donne quand on met nos développements en place. Donc, du coup, côté infrastructure, qu'est-ce qu'on recommande, nous, chez Oro? En fait, on recommande une approche assez standard, on va dire, qu'on voit un peu partout sur les projets web de nos jours, avec des systèmes avec plusieurs serveurs. Donc, éventuellement, un serveur de développement, si jamais il y a besoin finalement d'avoir un système de preview pour les développeurs en eux-mêmes. Donc, ça peut être pour tester des intégrations de features. Si vous avez une grosse équipe, ça peut être intéressant d'avoir un serveur de développement plutôt que d'utiliser les instances de chaque développeur pour cette partie-là. Vous avez un serveur de test, donc qui, lui, par contre, est recommandé parce qu'il est utilisé. Alors, il peut recouper un peu le rôle du serveur de développement dont je viens de parler, mais généralement, il peut être aussi utilisé par les testeurs pour l'analyse qualité, éventuellement par les product owners, les personnes pour faire des démonstrations internes, on va dire. Mais ça, c'est un choix donc, finalement qui se fait au niveau du projet, au niveau de l'équipe. Voilà, ça peut aussi être un choix de faire un serveur à ce niveau-là comparable, au niveau de testing, qui soit, lui, spécifiquement utilisé pour des tests automatisés. Donc, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, si vous faites l'intégration continue, c'est bien d'avoir aussi un serveur de testing spécifique pour ça. Et ça peut être ce serveur-là qui est utilisé. Avant de passer aux autres serveurs, il faut savoir que le serveur de développement ou de test, c'est des serveurs qui vont être de toute façon, on va dire, configurés un peu comme on a vu, de la même manière que sur vos machines de développement, parce que c'est des serveurs qui ne vont pas avoir beaucoup d'activités, qui ne vont pas avoir beaucoup de données non plus, parce qu'il faut qu'on reste sur des données de démonstration, des fausses données pour des raisons de sécurité. Et du coup, il n'y a pas besoin vraiment de chercher de la performance, donc on peut faire ça sur des machines assez basiques, avoir ces serveurs sur des environnements assez simples. Ensuite, on part sur une structure qui est, on va dire, la base donc, quand on essaie de faire quelque chose d'un peu qualitatif, c'est-à-dire avoir un serveur de staging et un serveur de production. Staging, ça peut aussi être appelé pré-production, etc. Il y a beaucoup de noms différents dans l'industrie.
Mais l'intérêt d'avoir ces deux serveurs, c'est d'avoir du coup, forcément, l'environnement de production, ça va être celui qui va être utilisé en live par vos clients. Voilà, c'est l'application en elle-même, le site, quoi. Et l'intérêt d'avoir un serveur de pré-production, c'est d'avoir quelque chose qui soit au plus près de ce serveur. L'idée, c'est d'avoir la même infrastructure, les mêmes sets de données, les mêmes dimensionnements, que ce soit hardware ou software, la même sécurité, donc encryption, etc., sécurité, accès aux données et limitation d'accès. Et la seule différence finalement entre la production et la pré-production, finalement, c'est les données, parce qu'évidemment, vous avez vos clients qui se promènent sur l'environnement de production et qui, du coup, regardent des produits, passent des commandes, etc., font vivre le site. Alors que sur staging, vous allez juste avoir ce que vous faites pour vos tests. Voilà, il y a toujours possibilité, évidemment, de reprendre les données de production et de les redescendre, on va dire, sur la plateforme de staging. Nous, on recommande à ce niveau-là de le faire effectivement de temps en temps, mais par contre de faire attention finalement à l'anonymisation des données. Généralement, c'est dans votre structure qu'il va y avoir des protocoles pour ça, savoir quelles données peuvent être transférées ou pas, quelles données peuvent être anonymisées, gardées ou supprimées. Voilà. Donc, ensuite, alors c'est bien, on a vu un petit peu ce qu'on veut obtenir finalement, on a nos environnements de dev, on sait un petit peu où on va niveau architecture de serveur, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Donc l'idée, c'est que Oro, de toute façon, est sur votre application Oro, elle est hébergée, enfin, le code de l'application Oro est hébergé sur GitHub. Que ce soit la version communautaire, qui est un repo public, ou la version entreprise, qui est un repo privé. Donc, pour ce qui est finalement de déployer un projet, on fait tout simplement un git clone, et puis voilà, on a notre application qui est à un instant T arrivée chez nous. Ensuite, on va la bonne pratique, ça va être finalement d'avoir ce remote-là, qui est finalement le remote officiel de Oro, et d'ajouter un deuxième remote. Alors, pourquoi faire ça, en fait? Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, OK. Donc, là, si je vous montre mon installation locale que j'ai faite pour cette démonstration, j'ai mes deux remotes, en fait. C'est-à-dire que j'ai mon projet à moi que j'ai déterminé. Donc là, ce sera effectivement votre hébergement. Ça peut être un GitLab privé, ça peut être quelque chose en interne, ça peut être aussi GitHub si vous le souhaitez. Et vous avez le remote source de Eurocommerce, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que avec ces deux remotes, si je regarde mes branches en cherchant toutes mes branches, je vais avoir mes branches sources de Oro. Ce qui fait qu'en fait, si par exemple, vous êtes à un moment donné, vous êtes sur la branche 5.0 parce que votre version d'Oro, c'est la branche 5.0, et bien finalement, pour passer sur une branche en 5.1, quand la version 5.1 sortira, tout ce que vous avez à faire, c'est tirer la branche 5.1, faire un merge, et vous allez avoir toutes vos dépendances composeurs, etc., qui vont être directement intégrées. Ensuite, il faudra faire votre adaptation de code éventuellement, forcément pour les montées de version, toujours du travail à faire. Mais déjà, vous évitez tout un problème, on va dire, de récupérer quelle est la bonne version, quel est votre bon package, comment faire la mise à jour, etc. C'est vraiment aussi simple que ça. D'où l'intérêt finalement de partir sur un système où vous êtes toujours câblé au niveau de Git sur Eurocommerce, sur les repos de base. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc qui est un petit peu qui est vraiment bien, c'est pour penser au long terme à ce qui sera pérenne. Ensuite, vous avez l'installation. Pour ça, c'est pareil, on a une documentation qui suit vraiment exactement en détail tout ce qu'il faut faire. C'est une installation, on va dire, assez classique pour les gens qui sont habitués à différents, on va dire, CMS
produits e-commerce, etc., ou framework pour ce genre d'application. On a Composer pour installer les dépendances, on installe une base de données, on lance une commande Oro qui est, qui est assez basique, mais qui fait un peu tout le travail de mettre en place les bases de l'application. Et puis, bah, voilà, tout est parti. C'est vraiment 2-3 étapes que vous allez être lancé. Ensuite, petite recommandation en plus, quand vous créez une application, justement, typiquement, vous allez le faire sur votre environnement local. Nous, on recommande l'utilisation de Mailcatcher parce que d'une part, ça vous permet d'avoir assez simplement configuré un système où tous les mails vont partir. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous embêter à installer différents systèmes de mailing, etc. Tout ça, c'est dans Oro. Et par contre, pour récupérer tout ce que l'application va envoyer, et ben vous allez avoir tout au même endroit, en fait, dans ce fameux système Mailcatcher, qui est vraiment extrêmement simple à configurer. Voilà, c'est juste vous installez le package sur votre environnement, et ensuite vous le lancez, et tous les mails qui partiront d'Oro iront directement dessus. Il y a juste une configuration à ajouter, qui est l'adresse de Mailcatcher comme mailer. Et on insiste là-dessus parce que c'est important dans le sens où, bon, alors, on va parler de mauvaise pratique, mais ce mail catcher, il vous permet de tout centraliser, il vous aide au niveau du développement à recevoir vos emails et vos notifications. Mais aussi, quand on a certains clients qui récupèrent une base de données en local et qui ne l'anonymisent pas, parce qu'ils ne l'auront pas, ça arrive, ça vous évite d'envoyer des mails à des gens auxquels vous ne voulez pas envoyer des mails, parce que ça récupère tout. Voilà. Mais surtout, ne faites jamais ça. Hein. Je donnais ça juste comme un mauvais exemple. Donc, pour ce qui est de l'application que je viens de vous montrer, elle est sur GitHub. Hein. C'est vraiment un sample que j'ai déployé. Dedans, il y a 2-3 petits trucs que j'ai rajoutés et que je mettrai aussi à la fin de cette conférence, notamment les choses que je vais montrer un peu plus tard. Ça vous permettra éventuellement, si vous voulez, de jeter un œil sur une intégration vraiment hyper simple d'Oro. Voilà. Maintenant, on va passer à peut-être quelque chose qui vous intéresse encore plus en tant que développeur, parce que, en tout cas, moi, j'aime bien coder, rentrer dans le vif du sujet, etc. Malheureusement, on va encore parler plutôt d'outils et d'approches que à proprement parler de méthodes, etc. On ne va pas parler de choses standards qui sont recommandées, mais bon, voilà, on ne va pas parler des petits acronymes solides, KISS, GRASP, etc. Mais on va plus parler de choses un peu spécifiques à Oro, à Symfony et à PHP, forcément, dans notre contexte un peu de développeur. Donc, moi, je vais présenter ça dans le contexte de PHP Storm, qui est finalement l'IDE qui est recommandée par Oro, parce que quand vous travaillez avec Oro, si vous utilisez PHP Storm, vous avez le plugin Symfony, mais aussi le plugin Oro qui vous permet finalement d'avoir pas mal de choses qui vous aident au jour le jour dans le développement. Voilà, pas mal de choses spécifiques dans Oro, les layouts, les systèmes de services, etc. Avec le plugin Oro, vous avez les mêmes intégrations que sous Symfony, où vous pouvez retrouver vos configurations de services via directement votre classe, etc. et faire les allers-retours. Du coup, le plugin Oro rajoute ça aussi dans PHP Storm. Après, vous pouvez utiliser votre IDE comme vous le souhaitez. Vous faites un peu exactement ce que vous voulez. Mais c'est vrai que nous, la recommandation, c'est PHP Storm. Alors, on va commencer sur les bonnes pratiques. Alors, c'est les bonnes pratiques que nous, on a en place en interne à Oro et que du coup, on recommande d'installer pour tout projet qui est basé sur Oro pour finalement intégrer la démarche qualité qui est dans le cœur d'Oro à votre projet. Donc, première chose, dans Oro, nous, on a des outils de qualité de code qui sont les outils classiques, hein, PHP Code Sniffer, PHP Mess Detector, et on associe PHP CS Mixer. Les trois sont déjà disponibles et configurés dans Oro. Ils
ils sont directement normalement, hop, si on va dans les settings, check, je sais si c'est ça. Voilà, vous avez voilà, vous avez finalement des outils qui vous permettent de câbler ces systèmes de qualité. Et en fait, quand on regarde, moi, je les ai câblés sur mon application. On a un dossier bin qui est déployé quand vous installez EuroCommerce. Et dedans, vous avez hop, les applicatifs nécessaires, donc PHP-CS, PHP-CS, PHP-MD et PHP-CS Fixer qui sont directement disponibles et que vous pouvez finalement du coup, utiliser directement, intégré à votre IDE. Pardon, j'ai cliqué. Ensuite, il y a le débugage, évidemment, qui est une partie très importante, on va dire, du métier de développeur. Nous, on a une intégration Xdebug qu'on le recommande. Xdebug, bon, je pense que vous connaissez tous, hein, c'est un petit module PHP qui permet de faire du debug en direct en remote. Qu'est-ce que je voulais dire, oui, pareil, en fait, nous, on fait une intégration qui est, on va dire, non. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les configurations Xdebug ici. Ah si, c'est là. Je pense que vous avez déjà tous vu cette interface, hein, donc, qui vous permet de configurer finalement comment Xdebug va réagir et être câblé à votre IDE. Normalement, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est un truc qui est installé directement. Le plus compliqué, c'est plutôt d'installer le module et de faire le lien avec PHP. Évidemment, on utilise Xdebug parce que de toute façon, c'est un très bon outil. Mais surtout, oui, moi, avant de travailler sur Euro, j'ai bossé sur pas mal de solutions. Il y en a certaines où on peut s'en sortir sans Xdebug. On sait à peu près où on va chercher les choses, on sait où va être le problème, et puis on va trouver ce qui se passe. Le problème, c'est qu'Euro est une solution tellement monolithique, tellement énorme que sans Xdebug, vous allez passer des heures et des heures et des heures à essayer de trouver où se passe ce que vous cherchez. Donc vraiment, Xdebug, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas faire sans, en fait, sur un projet Euro. Alors évidemment, quand vous allez vouloir débugger avec Xdebug, ça va poser des problèmes de performance, hein, parce que Xdebug il ralentit tout, donc forcément il essaye de regarder un peu ce qui se passe. Mais il peut aussi poser des problèmes de comportement. Donc il vaut mieux l'activer et le désactiver à la demande. Pour ça, on a quelques scripts qui sont disponibles. Normalement, ce sera sur le fameux lien que je vous ai donné vers mon repo GitHub. Vous aurez des indications sur comment activer et désactiver Xdebug à la volée. Moi, sur mon environnement local, c'est juste une activation du module dans PHP et activation, désactivation. Alors là, je vais l'activer juste pour faire une petite démonstration de en quoi c'est intéressant Xdebug. Donc, bon, voilà, si vous avez un problème sur une page, sur quoi que ce soit, etc., vous savez grosso modo où va commencer votre problème, on va dire, et ça va être typiquement, vous allez savoir que vous allez forcément passer par ce contrôleur-là, et vous pouvez ensuite descendre, savoir ce qui se passe en dessous. Si on regarde un peu comment ça se passe, hop, donc là je vais recharger ma page.
Hop. Et là, en fait, Xdebug qui est en route m'envoie directement vers mon IDE où le code est posé et je suis bien effectivement dans mon Customer Controller, donc hop, sur ma page où je veux voir mes customers, et je regarde ce qui se passe. Je peux suivre un petit peu, on va dire, tout ce qui est, tout ce qui est chargé, on va dire, au niveau d'Oro. On peut voir tous les services, tout ce qui se passe, etc. C'est intéressant aussi, Xdebug, parce qu'il n'y a pas que finalement au niveau de l'application que vous allez pouvoir l'utiliser, mais par exemple, tout ce qui tourne derrière. Disons que vous avez un problème avec votre recherche, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé, mais il y a des trucs qui ne sont pas dans la recherche, c'est pas normal, il y a un truc qui n'a pas été recherché. Vous savez que normalement vos données elles sont dans la base de données, c'est juste qu'elles ne ressortent pas en front. Vous regardez dans votre index élastique ou un truc comme ça, et ah mince, les données, elles ne sont pas là. Donc, comment est-ce que je fais à ce moment-là pour savoir ce qui s'est passé pour que mes données soient dans la base de données, mais ne soient pas dans Elasticsearch et du coup ne soient pas sur mon site. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser Xdebug aussi sur des systèmes qui sont asynchrones, sur des systèmes qui sont, on va dire, en back-end, qui ne viennent pas du site en lui-même. Par exemple, là, je me suis mis un point d'arrêt dans mon système d'indexion des produits, qui va être appelé à chaque fois que je vais finalement demander une indexation, mais aussi modifier un produit, ajouter quelque chose dans un produit, etc. Et du coup, ça me permet de voir en fait ce qui va se passer. Si là maintenant, je lance une indexation, hop, pareil, je vais me retrouver ici dans mon indexeur. Et si, alors je vais aller un petit peu plus bas pour qu'on voit un peu mieux. Mais là, par exemple, ici, je peux voir que je suis en train d'indexer mes produits numéro machin, machin, machin. Si mon produit où il n'y a pas l'information, c'était le 58, ou si c'est tous mes attributs qui n'ont pas d'unité, par exemple, et je peux regarder un peu ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrivés, de quelle méthode est-ce que je récupère ces informations, comment ça se fait que ce ne soit pas là, est-ce que c'est là à ce moment-là, mais c'est à plus tard que ça arrive, etc. Ça permet vraiment de faire étape par étape et du coup, c'est quelque chose qui est assez indispensable, on va dire, avec Oro, vu la complexité des systèmes. Parce que là, par exemple, j'ai pris un bon exemple, mais ça, c'est un indexeur et on en a, je pense, une bonne douzaine dans Oro juste pour indexer un produit. Donc, quand vous avez un petit problème sur un index de produit, si vous voulez chercher à la main et regarder un peu à droite, à gauche, ça va vite devenir très compliqué. Hop, alors, oui, je vais le laisser finir par contre, parce que sinon j'aurai plus de données sur mon site. Hop. Je vais redésactiver Xdebug pour qu'on puisse continuer. Et je vais le laisser. Voilà, donc c'était juste pour présenter Xdebug qui est quand même, on va dire, disons, c'est vraiment l'outil au jour le jour qu'on utilise le plus, même pour du développement, en fait, on va dire, parce que souvent, dans Oro, ce que vous allez faire aussi, c'est des extensions de l'existant. Et pour savoir où est chaque chose, même si la documentation est fournie, même si les bundles sont bien découpés, à un moment donné, il y a certaines choses il va falloir mettre les mains dans le cambouis pour savoir où ça se passe. Voilà. Ensuite, on va passer un peu à l'organisation du travail que nous, on recommande chez Oro. Voilà, c'est plus une indication de nous, comment on fait et de ce qui fonctionne chez nos clients et donc ce qu'on recommande. Bon, déjà, il y a l'organisation du développement. Donc ça, c'est facile à comprendre, hein, de toute façon. Pour faire une fonctionnalité, il faut écrire du code. Et comment est-ce qu'on va écrire du code, dans quelles conditions? Alors, on peut travailler avec des méthodes en vogue, hein, les méthodes agiles, l'extreme programming, test-driven development, etc. Mais c'est juste ça, on va dire, c'est juste la première étape. C'est un peu le B à bas. Nous, ce qu'on recommande, c'est
en plus du développement, c'est de faire des systèmes d'ajouter des tests automatisés pour couvrir les fonctionnalités. Quand on fait du TDD, dont on vient de parler, c'est la première étape, effectivement, mais bon, nous, on ne recommande pas une approche plutôt qu'une autre. Simplement, on recommande finalement d'avoir ces tests, puisqu'ils sont dans le corps Oro. Il y a toute une base qui permet de les faire assez simplement quand vous rajoutez des fonctionnalités. Et donc, ce serait dommage de s'en priver. Qu'est-ce qu'on a dans Oro directement inclus et que vous pouvez réutiliser? On a 3 types de tests qui sont les types les plus connus, on va dire, hein, les tests unitaires, donc pour tester une classe ou une méthode spécifiquement, tests fonctionnels pour tester des comportements, donc comment va réagir l'application, mais on va dire à un niveau toujours assez bas, c'est-à-dire sans avoir de navigation réelle sur le site, en ayant juste finalement en simulant des comportements. Et puis BIAT, là où on va utiliser un vrai navigateur et on fait tourner l'application en elle-même pour tester absolument tout. Donc sur cette partie-là, moi je voulais juste vous montrer, je ne l'ai pas configuré sur ce projet-là. J'ouvre mon projet de dev. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça se présente, tous ces tests, et comment nous, on les fait tourner. Là, par exemple, je suis dans le Product Bundle. Alors, vous voyez, quand je vous disais que pour s'y retrouver, il vaut mieux utiliser des outils pour savoir où on va, parce que, par exemple, là, voilà, notre bundle qui gère les produits, c'est tout ça. Donc, c'est quand même assez monumental, et donc, une fois que vous allez essayer de plonger dedans, ça peut vite devenir assez compliqué de s'y retrouver si on ne garde pas la tête froide. Donc, voilà, là, ce que j'ai ouvert, typiquement, c'est un petit scénario BIAT, parce que c'est le truc le plus, on va dire, le plus intéressant, le plus rigolo à faire. C'est-à-dire que là, en fait, typiquement, comme vous voyez, en fait, ce scénario de test, c'est vraiment, il est écrit avec des fonctions qui sont directement intégrées dans Oro, donc vous pouvez réutiliser, hein, vous voulez créer votre test, vous dites, alors moi, pour mon test, il me faut un buyer qui se login, vous pouvez reprendre ce bloc-là, il va marcher. Ensuite, vous voulez rajouter un produit, etc., etc. Vous avez juste à écrire vos phrases, trouver la fonction qui correspond derrière, parce que derrière, c'est des fonctions qui existent dans le corps Oro, donc voilà, qui vont faire la manipulation pour vous. Et ça va dérouler ce test et finalement vous faire votre test. Et à ce niveau-là, en théorie, vous avez juste à décrire le comportement que vous voulez. Éventuellement, s'il y a une nouvelle fonctionnalité complète que vous avez rajoutée, il faut la simuler aussi. C'est forcé, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et en fait, ça vous permet d'avoir une simulation du comportement complet. Donc là, moi, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Il faut que j'aille dans le projet. Si là, je lance mon scénario BIAT, ça doit être celui-ci, c'est celui-là. Vous allez voir qu'en fait, tout mon scénario que j'ai écrit là, il va vraiment me faire le test en réel et en place. Donc là, vous regardez, ma souris, elle tourne en rond, elle ne fait rien. Et c'est vraiment le simulateur, c'est vraiment BIAT qui va faire le test. Donc là, voilà, il va dérouler mon petit scénario. Donc, il s'est login en tant qu'administrateur. Il va dans le web catalogue. Il rajoute des produits. Il vérifie qu'on peut rajouter des produits en fonction de leur nom, etc. Et ça permet finalement de vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, et puis en plus, ça a un effet un petit peu magique de voir tout ça qui se fait tout seul. Un peu derrière. Et c'est vrai. Et en fait, au final, c'est vraiment, j'insiste sur le fait que c'est vraiment des tests qui sont simples à mettre en place. Moi-même, je les avais pas vraiment utilisés à une époque quand on m'a demandé d'en faire. Et en 2-3 jours, j'avais compris le principe et j'en ai écrit de ces trucs-là maintenant. Un sacré paquet. Et donc là, voilà, je vois que mon rapport de test est arrivé, tous mes scénarios sont en succès, toutes mes étapes sont en succès, donc le test est passé. Voilà, ça c'est pour un petit exemple au niveau de BIAT. Et après, au niveau des tests unitaires, au niveau des tests fonctionnels,
Là, c'est un petit peu plus de la technique. Il faut écrire faut les écrire, on va dire, en langage technique, ces tests-là, par contre. Mais ensuite, même principe, on peut normalement les, hop, on peut les lancer et les run. Hop, et là, voilà, là c'est encore plus rapide. Mais voilà, tous mes tests sont passés, etc. Depuis l'IDE, je peux lancer n'importe quel test à n'importe quel moment et vérifier que tout est OK pour ma fonctionnalité. Donc vraiment, c'est des outils très puissants que nous, on insiste beaucoup dessus parce que c'est pas difficile à mettre en place. Ça prend un peu de temps, c'est sûr, mais ça vous économise beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à l'avenir pour la maintenance et pour la stabilité. Alors, une fois qu'on a du coup développé notre fonctionnalité, ajouté nos tests, on va passer finalement à nous, ce qu'on appelle le code review, mais qui est quand même, voilà, pour nous, ça recoupe beaucoup de choses, mais après, c'est selon votre organisation de travail, etc., que vous allez ajouter ou pas certaines étapes qu'on recommande. Donc, d'abord, la code review, forcément, c'est fait par d'autres développeurs qui ont le même rôle que vous, c'est-à-dire que vous développez votre feature, eux développent la leur, et puis généralement, voilà, vous allez vérifier que les features des autres sont OK. Donc, on vérifie au niveau fonctionnel, donc que la feature, elle fonctionne, et que le code est propre. Et puis, on vérifie aussi au niveau architectural que la fonctionnalité, elle ne casse pas le standard, parce que c'est facile de s'amuser à faire un petit contrôleur qui va faire absolument tout avec 25 000 dépendances, mais bon, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire, parce que on a beaucoup de standards à respecter en développement. Donc oui, on teste l'implémentation, donc le code en lui-même, qui respecte ces standards, mais aussi qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, pas d'erreur, pas que sais-je encore. Et puis on vérifie éventuellement les tests, donc que les tests qui ont été ajoutés, ils sont bien valides, parce que c'est facile de faire un test et de dire c'est bon, il passe, tout va bien, puis en fait, c'est pas la fonctionnalité qui marche, c'est le test qui est pété comme la fonctionnalité. C'est des choses qui arrivent. Donc, vérifier que les tests sont bien valides. Et puis, qui couvrent bien toute la fonctionnalité. Parce que nous, on recommande chez Euro d'avoir au moins 70 à 90% de couverture des fonctionnalités pour avoir un maximum de stabilité, mais aussi pour ne pas perdre trop de temps à gérer tous les cas possibles et imaginables. Et puis, finalement, l'étape essentielle que tout le monde oublie, il faut que les autres développeurs, et puis aussi dans le futur, les utilisateurs éventuellement, sachent un peu ce que vous avez fait. Donc, il ne faut pas oublier de review de la documentation, voir si elle est bien présente, si elle est bien faite, si elle sera bien disponible au bon endroit, etc. Une fois qu'on a fait ces éléments-là, on va passer finalement à la partie qui est moins, on va dire, sous la gouverne des développeurs en soi, avec d'abord l'intégration continue. Donc, on parlait du serveur de développement ou d'intégration tout à l'heure qui sont dédiés à ça. Donc, c'est là où on va tester finalement que l'application fonctionne toujours comme attendu avec toutes ces nouveautés. Donc, l'idée, ça va être soit de faire une nouvelle installation de l'application sur ce serveur ou bien juste de la mettre à jour avec ce qui a été développé. En parallèle, si on a un serveur pour ça, faire tourner tous les tests automatisés, à la fois ceux qu'on a développés, mais aussi ceux qui existent dans le corps pour vérifier qu'on n'a rien cassé. On a pas mal de tests de non-régression au niveau du corps ORO. Et puis, éventuellement aussi, sur un serveur d'intégration, pour vous faire tourner les outils de qualité de code, qui normalement, vous pouvez déjà les avoir fait tourner avec des GitHooks, etc., au niveau des commits, au niveau du flux de travail, mais ça peut être réanalysé à ce niveau-là, au niveau de l'intégration. On fait une dernière passe sur la documentation, là, plus axée sur, on va dire, l'utilisateur, on va dire, sur l'utilisation de la fonctionnalité. Ça peut être aussi le moment de notifier ce qui arrive et ce qui est dans le pipe.
Et ensuite, on passe à l'assurance qualité. Donc là, c'était sur effectivement euh, ça peut être sur le même serveur, ça peut être sur le fameux serveur Advanced Staging. Où là, si vous avez un team qualité avec une équipe dédiée, c'est le moment où on fait les tests d'acceptance pour voir si la fonctionnalité correspond à ce qui avait été demandé. Alors, quand vous n'avez pas d'équipe qualité, ça peut être les product owners, ça peut être les testeurs internes qui vont faire ça. Mais nous, on recommande quand même que ce soit quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe de dev. Et puis, bah, les tests de non-régression, là, pour le coup, au niveau de la qualité, donc pas automatisé, mais voilà, si vous avez changé, je sais pas moi, si vous avez changé le système de gestion de la logistique et des warehouses, des entrepôts, voir que vous n'avez pas perturbé les flux avec les livraisons ou des choses comme ça. Ça peut être ce genre de choses. Évidemment, bon, bah, ça, nous, c'est nos recommandations. C'est sûr que c'est un petit peu moins valide quand vous travaillez avec des clients qui ont déjà des systèmes déjà en place, une manière de fonctionner, etc. Mais ça peut être intéressant d'y réfléchir quand, bah, justement, on est dans le cas où on débute un projet avec Oro. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de comment gérer les releases, parce que bah, du coup, maintenant qu'on a notre flux de travail et qu'on a nos environnements, nos serveurs, bah, l'idée c'est de faire nos développements et puis bah, de les envoyer sur toute la chaîne jusqu'à la mise en production et la mise à disposition des features pour les utilisateurs. Alors là, nous, on va se consacrer un petit peu sur ce qui va être au niveau technique, hein, parce que pour tout ce qui est des flux de communication, comment dire, de release automatisée, etc., ça c'est plus de la CI, mais c'est plus de la CI et du DevOps. Donc ça, après, ce sera plutôt au niveau de l'organisation qu'il faudra voir. Nous, là, on a juste une recommandation sur tout ce qui est bah, justement gestion des packaging du code, en fait, où on a deux recommandations. C'est-à-dire soit d'utiliser le versionning sémantique d'EuroCommerce, en fait, euh, soit d'utiliser un système hybride. Donc, dans le premier cas, en fait, on recommande, donc, bon, je pense que vous connaissez tous un petit peu le versionnement sémantique, hein, donc avec le premier chiffre qui est le chiffre pour les versions majeures, le deuxième chiffre pour les versions mineures et le troisième pour les versions patch et les correctifs. Et puis éventuellement des labels optionnels pour donner un petit peu plus d'indications. Nous, on recommande soit d'utiliser en version majeure le numéro d'EuroCommerce. Donc, par exemple, si vous êtes sur la version 5, vous mettez la version 5. Version mineure, bah, 5.0, ce sera le 0. 5.1, ce sera la version 1. Et en patch, vous pouvez mettre finalement mettre les correctifs que vous déployez dans chaque feature. Ou sinon, vous pouvez encore plus simplement, et moi c'est généralement ce que j'utilise avec les clients avec qui je travaille, c'est-à-dire que vous prenez votre version e-commerce, vous mettez, si c'est la 5.1.8.3, vous mettez 5.1.3, et puis vous rajoutez un quatrième chiffre, .0, .1, histoire d'avoir en fait, finalement, vous savez exactement sur quelle version d'Euro vous êtes, et ensuite, tout ce qui est derrière, vous pouvez rajouter un petit peu à l'infini, hein, c'est le principe du sémantique. Bon, après, il ne faut pas faire trop compliqué. Mais voilà, donc, comme ça, vous faites vos nouvelles features, vous allez avoir la 5.1.0.1, 5.1.0.2, et puis quand vous changez de version Euro, c'est à ce moment-là que vous montez les premiers chiffres. Mais nous, on recommande vraiment d'utiliser ce versionning-là en se basant sur Euro, que ce soit juste pour les premiers chiffres ou pour l'intégralité du système de release, parce que bah, ça permet de pas s'y perdre. On a beaucoup de clients qui au bout d'un moment, c'est nous qui leur rappelons sous quelle version ils sont, quoi. C'est un petit peu parfois compliqué. Ensuite, une autre part assez importante, je vais aller assez vite parce que on a déjà bien avancé, mais
il ne reste plus beaucoup de temps. Sur l'intégration des tierces parties, on va dire. Évidemment, quand vous travaillez dans l'e-commerce, vous avez besoin d'intégrer des systèmes externes, hein, que vous travaillez finalement avec un ERP, avec des systèmes de ticketing, avec éventuellement des gestions de livraison, etc. Vous allez avoir des systèmes externes à intégrer. Et pour ça, nous, on a plusieurs approches qui sont possibles, qui sont recommandées. Et on insiste là-dessus parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. On a le Oro Integration Bundle. Donc ce bundle-là, il est basé sur le système de base d'Oro d'import-export. Il permet d'avoir des connecteurs finalement qui vont, on va dire, synchroniser absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre à la fois de récupérer les données tierces, donc que ce soit via API, via fichier d'import, etc., et de les injecter dans l'application jusqu'à ce qu'ils soient disponibles dans la BDD de Oro, et inversement, à partir des données qui sont dans Oro, et éventuellement les exporter au format nécessaire pour l'intégration des connecteurs. Ce qui est intéressant dans Oro, c'est qu'on a des connecteurs qui sont multiples et des instances qui sont multiples. C'est-à-dire que quand on a des canaux d'intégration, il peut y avoir plusieurs connecteurs. C'est-à-dire que vous dites, je vais intégrer mon ERP dans Oro. Alors c'est très bien, hein, vous faites vos connecteurs, vous avez votre point d'appel de l'ERP, de l'API, etc. Tout ça, c'est assez facile à configurer dans votre intégration de bundle. Mais votre ERP, vous voulez synchroniser les produits, mais aussi les prix, les stocks, les catalogues, les catégories, que sais-je. Et tout ça, en fait, vous pouvez faire différents connecteurs qui vont être dans le même canal d'intégration, on va dire. Et puis, on a des instances multiples, où là, c'est intéressant aussi parce que, imaginons que vous voulez intégrer votre système de ticketing, par exemple, pour les réclamations sur les commandes, etc., mais que vous avez, par exemple, un système de ticketing, vous en avez par exemple, vous avez 3 filiales et vous avez 3 systèmes de ticketing qui utilisent le même outil, mais qui sont séparés. Ce n'est pas un problème. Vous créez un connecteur de type pour votre système de tickets et vous l'intégrez une fois avec l'instance finalement de votre première filiale, une fois avec l'instance de votre deuxième filiale, une fois avec l'instance de votre troisième filiale. Ça va marcher de la même façon. Ce sera 3 instances de la même intégration, mais ça va fonctionner en fait de la même manière. Après, si vous avez finalement pas besoin de ce genre d'intégration complexe, hein, si tout ce qui est intégration, c'est vraiment des choses assez simples, hein. Vous dites, moi j'ai juste besoin qu'une fois par jour, j'envoie mes stocks pour mes produits et puis on n'en parle plus. Vous pouvez très facilement faire une petite configuration dans le back-office avec une commande Symfony qui va vous gérer la synchronisation. Derrière, vous écrivez votre code qui va aller rentrer les données, et puis c'est fini. Voilà, sachant que quand même, il faut toujours faire gaffe que votre commande elle soit intégrée au système de cron d'Oro pour être trigger correctement, et puis surtout que les données, le transfert des données et l'intégration ne se passe pas dans le cron en lui-même, mais on va dire en back via le système de messagerie, pour que ce soit fait en asynchrone et que ça ne vous bouffe pas des ressources ou des choses critiques. Alors, ça, c'était pour tout ce qui est intégration de votre système tierce. Mais bon, pour commencer sur votre projet, vous allez avoir besoin de charger des données, en fait. Initialement, l'idée, c'est de partir généralement sur une base avec un petit peu de choses déjà faites. Pardon. Pour ça, comme j'avais dit, le système de Oro Integration Bundle, il est basé sur un système d'import-export qui est intégré à EuroCommerce et qu'il faut utiliser au maximum. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, on a un système d'import-export qui est basé sur une gestion de fichiers, qui est accessible à la fois depuis le back-office, par exemple. Voilà, ici, vous pouvez directement exporter tous vos customers ou effectivement les importer dans le cas qui nous intéresse, mais qui peut aussi se faire via une commande
via une commande console où vous fournissez votre fichier et finalement tout va être importé directement. Il y a aussi un système qui est fait avec les data fixtures. Donc ça, c'est plus utilisé pour quand vous voulez faire de la démo ou que vous avez un import en one shot, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez dire, OK, tous mes systèmes ils vont être importés de cette façon. Et en fait, là, vous allez vraiment coder finalement comment vous allez entrer vos données. Ça peut être intéressant quand vous voulez intégrer un système un peu plus complexe, par exemple. J'avais un exemple sur les systèmes d'agences, par exemple, vous avez des agences qui sont liées à vos entrepôts et vous les intégrez tout à la fois, etc. Plutôt que de faire plusieurs fichiers, de créer vos relations entre les agences et les entrepôts à l'intérieur des fichiers Excel à importer, etc. Vous faites une data fixture où vous avez toutes vos données et vous dites alors telle ligne va s'intégrer de telle manière, telle ligne va s'intégrer de telle manière. Donc ça peut être un peu plus intéressant. Sachant que du coup, quand vous faites un import via fichier avec les systèmes de base ici, vous allez pouvoir l'utiliser quand vous voulez. Si vous voulez rajouter de nouvelles données, vous allez pouvoir le faire. Et pour les data fixtures, c'est pareil. Si jamais vous avez quelque chose qui change ou qui a besoin d'être rajouté, vous pouvez soit faire une nouvelle fixture, soit versionner votre fixture et incrémenter la version pour continuer finalement d'intégrer vos données. Ensuite, alors on va faire très très vite, mais tout ce qui est système de performance, nous, comme vous avez peut-être pu le voir du coin de l'œil, Oro est basé sur Symfony. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a tout le système intégré de Symfony qui est quand même assez intéressant finalement pour voir un peu ce qui se passe au niveau de votre application à un instant T. Par exemple, là, moi, je vois que ma page a l'air de bien réagir, mais où j'ai des erreurs. Alors, qu'est-ce que c'est les erreurs? Je peux directement aller voir ma petite barre et mon erreur, c'est qu'effectivement, on est sur une instance de démonstration pour cette présentation. Donc, je n'ai pas installé, j'ai pas câblé les systèmes de WebSocket parce que c'est utilisé dans des cas très spécifiques. Donc, on n'a pas besoin là et du coup, il n'est pas content, il me le dit direct. Mais dans cette barre, vous pouvez directement voir vos erreurs, mais vous pouvez aussi finalement analyser pas mal de choses. Si vous allez voir ici, vous pouvez voir que ma simple page affichée ici pour mes customers en back-office, elle a nécessité donc 126 queries dans la base de données, et dont 56 qui sont différentes. Donc voilà, si je regarde par exemple, on peut voir que là par exemple, cette requête-là, elle a été exécutée 12 fois. Pourquoi? Typiquement, c'est parce qu'on a 12 résultats. Donc ça peut vous donner déjà une indication sur, genre par exemple, si cette requête-là, elle prend un max de temps, peut-être que ce serait intéressant de se focus dessus et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'elle ne passe pas 12 fois ou bien pour l'améliorer. Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Vous avez aussi l'analyse des templates Twig, donc quel élément de la page a été utilisé à quel endroit. Ça vous permet de voir si vous avez un problème d'affichage ou de données qui ne revient pas, d'où est-ce que c'est arrivé en fait, et de retrouver finalement exactement où aller chercher aussi. Vous avez les logs, comme j'ai déjà montré. Vous avez toute la gestion d'événements. Si votre page a l'air de brasser un peu dans le vent alors qu'elle ne devrait pas, c'est peut-être que vous avez des événements qui sont appelés dessus qui ne devraient pas l'être. Donc, vous pouvez regarder un peu ce qui se passe derrière, en fait, derrière votre page. Parce que tout ça, c'est des événements qui ne sont pas restitués dans la page en elle-même, mais qui sont quand même appelés et qui participent à la requête. Donc, il peut être intéressant d'analyser. Vous avez la gestion des formulaires, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Ensuite, nous, on utilise aussi et on recommande d'utiliser Blackfire. Alors, c'est un outil payant, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais ça permet de faire un petit peu la même chose que ce que je viens de montrer avec la toolbar Symfony, mais en allant plus profondément, en faisant vraiment des rapports détaillés et spécifiques. Ensuite, petit point, mais important, c'est-à-dire que Oro, c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, un bloc qui est assez impressionnant, assez monolithique. Et oui,
il y a pas mal de features que si ça se trouve, vous n'allez pas utiliser. Et en fait, juste en allant dans le back-office et en regardant la partie configuration système, il y a peut-être tout un système. Par exemple, moi, je parlais du système de logistique d'agence et d'entrepôt, les warehouses. Vous pouvez complètement ne pas utiliser ce système-là et le désactiver. Euh, et puis évidemment, bah, vous pouvez aussi personnaliser en fait finalement ce qui est fourni par Oro. Par exemple, un nouveau système de warehouse. S'il y a certaines parties dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez non pas le désactiver, mais finalement l'étendre pour que ça corresponde mieux à vos besoins. De toute façon, c'est une grosse partie du développement sur Oro, c'est d'étendre les fonctionnalités pour qu'elles répondent à vos besoins. Mais c'est un principe qui peut être appliqué aussi pour optimiser les performances. Alors, un dernier point, ça va être sur le hardware. Donc, on en a parlé un petit peu au niveau des serveurs, en fait, enfin, de l'architecture des serveurs tout à l'heure. Mais c'est important de faire un petit point. De nos jours, qu'est-ce qui va être critique, on va dire, sur tout ce qui est hardware. Généralement, c'est pas trop l'espace disque, hein, parce que c'est assez peu cher et c'est assez facile d'avoir largement ce qu'il faut sur des instances typiquement d'Oro e-commerce. On ne va pas faire beaucoup de médias hébergés en local ou des choses comme ça, donc ça devrait aller à peu près. Par contre, au niveau du processeur et de la mémoire, c'est une autre affaire. Il faut bien noter que le processeur et la mémoire, ça va être utilisé certes par le web server, donc tout ce qui est requête à votre application et PHP qui mouline pour répondre. Mais derrière, ça va être aussi utilisé par tous les composants qu'on a sur le serveur. C'est-à-dire qu'on a Elasticsearch, on a la base de données, on a RabbitMQ, on a etc. Tout ce qui est les jobs asynchrones qui tournent derrière. Donc en fait, c'est quand même, il faut prévoir que tous ces systèmes-là puissent tourner, on va dire, à l'aise et pas prévoir le dimensionnement en conséquence. Du coup, en fait, il y a déjà en fait des recommandations dans la doc Oro Cloud qui vous donnent, et même dans la doc d'installation classique, qui vous donne finalement le dimensionnement de base pour une instance classique. L'idée, c'est de vérifier dans cette documentation que ce que vous avez est assez OK et prévoir ensuite, de toute façon, hein, comme tous les problèmes, toutes les systématiques, tous les problèmes hardware. C'est systématique, il faut prévoir ce qui va vous arriver dessus, être en proactif, savoir que si vous avez des millions d'utilisateurs, il faut dimensionner correctement et prévoir de pouvoir scaler correctement là-dessus. Et là encore, vous avez quelques ressources là-dessus dans la documentation en ligne. Voilà, donc toutes ces recommandations, c'est bon. De toute façon, c'est juste un retour, c'est presque un retour d'expérience finalement. C'est ce que nous, en 5 à 7 ans de développement avec des clients sur de nombreux projets, on a eu comme expérience et ce qu'on recommande en conséquence. Pas mal de choses aussi dont j'ai parlé, c'est ce qui est utilisé en interne pour le développement du cœur Oro. Et moi, j'ajouterais aussi la documentation Oro en ligne, elle est pour tout ce que vous allez vouloir faire, 90% de ce que vous allez vouloir faire, vous avez une documentation en ligne pour ça et vous pouvez vous en sortir avec. Ensuite, par contre, si vous voulez aller plus loin, on a des trainings qui sont disponibles pour... alors, normalement, je crois que les prochains sont plutôt en Amérique du Nord, mais on en a pour l'Europe et pour la France. À l'avenir, normalement, en France, en plus, c'est moi qui vais vous les donner. Mais voilà, si vous avez besoin d'un training spécifique, c'est vrai que ça vous donne vraiment beaucoup d'aide pour commencer. Et où là, on part plus sur effectivement du détail sur le développement en lui-même. Parce que évidemment, en une heure, moi, je ne peux pas vous montrer comment développer un module ou un truc comme ça. Mais au training, c'est basiquement ce qu'on fait. C'est vraiment des cas d'application technique qui se font. Voilà. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. C'est cool, c'était intense. Et on a déjà un peu dépassé sur l'horaire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.
on se fera un plaisir d'y répondre avec Kevin. Ok, bon, je ne vois pas de questions, c'est que tout est bon. Eh ben, merci encore d'avoir suivi ce webinaire et à bientôt.